Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour Dimanche en politique. Nous sommes à 4 mois des élections municipales et à 48 heures de l'ouverture du 102e Congrès des maires qui bien sûr se déroulera à Paris, mardi, avec un thème cette année, les maires au cœur de la République. C'est un symbole et le slogan n'a pas été trouvé par hasard. On se souvient donc d'une édition 2018 plutôt houleuse entre les édiles et le gouvernement. Qu'en sera-t-il cette année? Car les inquiétudes, elles, restent d'actualité. La question de la fin de la taxe d'habitation et de la fiscalité locale, la suppression des services publics, une ruralité toujours en crise, un mouvement des Gilets jaunes qui célèbre cette année son premier anniversaire, dans les cartons, la réforme des institutions, le statut de l'élu. Tout cela, on en débat avec mes deux invités. Sacha Houlié, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la Vienne, de La République En Marche, deuxième circonscription du département, et Alain Pichon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Entremps, mais je vous ai surtout invité parce que vous êtes le président donc, de l'association des maires de la Vienne. Bonjour. Donc, avant de parler de tous ces thèmes, messieurs, revenons sur les faits d'actualité marquants de la semaine, le malaise à l'hôpital public et la grogne étudiante. Je sais que c'est important pour vous, cette grogne étudiante, vous qui avez été leader en 2006 de la Fronde anti-CPE, c'est un mouvement que vous suivez de près? Oui, d'abord, moi, je voudrais avoir un mot en premier lieu pour ce jeune étudiant qui s'est immolé à Lyon, qui aujourd'hui est dans un état critique. Donc, un mot pour lui, un mot pour sa famille, pour ses proches, et un mot de soutien. Pour ce qui concerne le milieu étudiant, on ne découvre pas la situation, on sait qu'elle est difficile, on sait que par ailleurs que toutes les décisions n'ont pas été très bien acceptées ou accueillies par la communauté, et on sait également que celles qui ont favorisé finalement la situation, avec la baisse des frais d'inscription, elles n'ont pas eu les effets escomptés. C'est la raison pour laquelle on est assez averti, et moi je le dis en tant que parlementaire qui contrôle l'action du gouvernement, que les ministres en charge de ces questions auront à faire des pas, auront à écouter les revendications et à apporter probablement de nouveaux actes ou gestes à l'égard des étudiants. On en parlera justement tout le long de cette émission. Avant de parler de la contestation étudiante, on va revenir en images sur les manifestations des personnels de l'hôpital public. C'était donc ce jeudi à Paris, à La Rochelle et à Poitiers. Vous voyez ce reportage de Léa Demirjian et Francis Tabuteau. Aides-soignants, infirmiers, médecins, venus rejoindre le cortège parisien. Objectif, dénoncer ce qu'ils appellent la grande braderie de l'hôpital public. Comme chaque maillon de la chaîne est impacté, tout le monde est en souffrance et à la fin, c'est le patient qui déguste. Donc c'est pour ça qu'on est tous solidaires. Au quotidien, des patients qui restent des heures sur des brancards parce qu'on a un déficit de lits, qu'on ferme des lits, qu'on est en train de rendre une santé plus financière qu'empathique. Au total, ils étaient plus de 5000 à défiler dans les rues de la capitale. D'autres soignants ont choisi de rester à La Rochelle. Eux ont organisé une marche funèbre. Dans les rues de la ville, ils portent un cercueil, symbole de l'hôpital public. À midi, c'est le personnel du CHU de Poitiers qui s'est donné rendez-vous sur le parvis de l'hôpital. Une mobilisation inédite. Près de 75% des médecins sont en grève. Selon eux, impossible de soigner si l'hôpital est lui-même malade. On a des équipes paramédicales qui craquent parce qu'on ne peut pas soigner correctement les gens, parce qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité des patients. Et donc c'est pour ça que je suis mobilisée aujourd'hui. Les premières annonces d'Agnès Buzyn, élaborées avec le député de Charente, Thomas Mesnier, n'ont pas calmé la colère. 8 mois après les premières grèves dans les hôpitaux, la ministre de la Santé travaille sur un nouveau plan. Mais déjà les soignants annoncent que la mobilisation d'aujourd'hui n'était qu'un échauffement. Retour donc sur le plateau de Dimanche en politique avec mes deux invités, Sacha Houlié, donc député de La République En Marche de la Vienne, et Alain Pichon, président de l'Association des maires de la Vienne. Sacha Houlié, l'hôpital public et son système de gestion, visiblement, sont arrivés à bout de souffle, si je puis dire. Vous le constatez, c'est l'héritage des gouvernements précédents? Vous savez, pour tous les services publics, il y a une forme d'héritage où il y a eu un sous-investissement chronique depuis des années. Et donc la situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui, elle dit deux choses. Elle dit d'abord, ça suffit. Et ensuite, vous avez débloqué tellement de situations que pourquoi ne vous occupez-vous pas de la nôtre? Ce qui veut dire que moi, j'ai reçu jeudi une partie de la communauté médicale. J'ai reçu vendredi une partie des praticiens hospitaliers, notamment ce qu'on appelle les manipulateurs, ceux qui accompagnent pour les actes de soins. Qui étaient en grève d'ailleurs. Voilà, exactement. Et donc, ce que je leur ai dit, c'est qu'il y a une partie des choses qui ont été faites pour les urgences. Mais visiblement, donc ça ne va pas assez vite. Non, mais ça, pour le coup, c'est pour les urgences. Plus de 700 millions. Spécifiques, 750 millions d'euros. La réorganisation du service, c'est la mission de Thomas Mesnier, des députés de la Charente. Et puis, là, il y a deux éléments de revendication. Ils devraient faire l'objet d'annonces
la semaine à venir par la ministre Agnès Buzyn sur la gouvernance de l'hôpital. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que Et sur le finalement, il y financement. a eu 3 actions du gouvernement sous le patronage d'Agnès Buzyn. Ça n'a pas suffi. Il faut que le chef de l'État, en déplacement dans la Marne, dise non, stop, on arrête tout. Et moi, je vous présente un plan la semaine prochaine de plusieurs milliards. Alors, dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. D'abord, vous savez que il y a ce qu'on appelle l'ONDAM, qui est un indice Tout à de fait. dépenses et qui vient compenser les dépenses hospitalières ou les médecines de Et là, ville. les Donc professionnels ça, disent il faut passer un peu plus. il faut qu'on fasse un peu à plus. 2,5. On le sait et donc on va faire cet effort. Je ne sais pas à quelle ampleur il sera, mais Là, il un est à effort 2. va être fait. Là, il est à 2. Et d'ailleurs, il faut dire que même si c'est insuffisant vis-à-vis des personnes hospitalières, c'est mieux que ce qui a été fait les 5 années du précédent quinquennat. Pour autant, c'est pas encore suffisamment. On va faire plus. Ce sera l'objet des annonces la semaine prochaine. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est-à-dire que à la fois on nous demande de l'argent, on l'entend, et on nous demande de la gouvernance. Parce que ce qui a été fait en 2005 sur la loi de Roselyne Bachelot, c'est de dire la gouvernance, c'est le directeur de l'hôpital qui a beaucoup de pouvoir. On le connaît également ici, et donc quelque part, le personnel, qui soit hospitalier ou Il n'a encadrant, pas le droit au chapitre, en quelque sorte. il aimerait bien pouvoir s'exprimer davantage. On l'a entendu, et si j'en crois ce que m'a dit la ministre Agnès Buzyn il y a quelques heures ou quelques jours, en pratique, de regarder des annonces sur ce sujet. Alain Pichon, maire, souvent ce sont les maires qui sont présidents de conseil d'administration. Sur ces questions-là de Oui. santé, vous voyez, vous n'avez pas grand-chose, pas de prise là-dessus, non? Dans les grandes villes, Et on le les, sait, à les- Poitiers, les collègues à sont, Montmorillon. sont présidents des conseils d'administration. À Loudun. Effectivement, les compétences sont tellement multiples et il y a un gros travail probablement financier à faire sur le dossier. Sacha Houlier vient d'en parler. On est sur un passif qui est très lourd. On sait depuis très longtemps le malaise des hôpitaux, le malaise des professionnels de santé à l'hôpital, mais aussi sur les territoires ruraux, où on ne trouve pas de médecins, on ne trouve pas de professionnels de santé pour venir continuer à soigner nos habitants. Une vraie difficulté, un challenge probablement, effectivement, assez gigantesque. Sacha Houlier, sur la fameuse dette des 30 milliards d'euros, vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, pas question d'effacer l'ardoise? Écoutez, il faut regarder point par point, mais effectivement, on ne peut pas aujourd'hui se dire que la dette n'existe pas ou qu'on la compense. On a construit ça sur la SNCF parce qu'on changeait de statut et qu'on a fait cette réforme. On sait aussi que ça a coûté aussi beaucoup Oui, de choses. c'est un pistolet à un coup, on va dire. Voilà, Fait c'est une un fois. pistolet à un coup. Et par ailleurs, sur ce sujet, l'effort, il est aussi à faire en investissement matériel et en investissement humain. Et c'est plus davantage sur ce chapitre qu'il faut insister que sur les questions de... Donc ce que va d'éponger des dettes. annoncer Édouard Philippe mercredi, c'est encore plus important que ce qui a été annoncé précédemment? En tout cas, il y avait le plan qui est annoncé pour les urgences, qui est vraiment qui est sectoriel. Pour les urgences. 750 millions pour les 750 urgences. millions. Et Pour les- ensuite, là, il y a les annonces, elles concernent l'hôpital en général, son fonctionnement, les recrutements qui y figurent, le statut des agents, et encore une fois, et c'est important parce que c'est pas négligeable, la gouvernance. Comment, dans l'hôpital, les personnels, qu'ils soient hospitaliers ou non, aient le droit de décider. Autre grogne, et je crois que vous y prêtez une attention particulière, on l'a dit en début de cette émission, c'est ça, les étudiants provoqués, donc bien sûr, par la tentative de suicide de cet étudiant lyonnais sur fond de précarité. Vous saviez mieux que personne, Sacha Houlier, comment ça peut commencer une grogne étudiante. Mais on ne sait pas comment ça peut se terminer aussi. Non, mais ce que, là encore, sur ce sujet, il y a... Alors, d'abord, sur le sujet du jeune... Pour qui vous, c'est un qui acte s'est immolé. politique ou social? Moi, je pense que c'est un acte politique. Je pense qu'à un moment donné, il a été dit par cet étudiant qu'il y avait un découragement total, une situation de désarmement qui n'était pas prise en charge, et il y a certainement un dysfonctionnement de l'institution, et notamment des institutions sociales, du Crous, qui n'a pas pu prendre en charge. Alors, est-ce qu'il n'a pas pu prendre en charge parce que ça n'a pas été signalé? Est-ce qu'il n'a pas pu prendre en charge parce qu'il Mais on n'avait voit pas bien de la réponse? contestation, ce qu'il y a derrière. Un embrasement, par exemple, des amphis au 5 décembre, vous y croyez? D'abord, moi, ce que je constate, c'est que, et en cet anniversaire du mouvement qui était le mouvement social de l'année dernière, c'est que il est d'une différente nature. Il y avait une revendication unitaire pour ce qui était la manifestation des Gilets jaunes, c'était la taxe sur le carburant. Là, il y a des manifestations avec des mouvements sectoriels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des demandes qui sont ceux des professeurs, des demandes qui sont ceux des policiers, des demandes qui sont ceux des hospitaliers, etc. etc. Mais qui finissent par s'agréger. Qui s'agrègent, mais qui pour le coup sont des demandes qui font l'objet de revendications. Et pour le coup, on étudiera les revendications des étudiants qui ont trait aux bourses et au coût de la vie étudiante, notamment du ticket resto étudiant. Et sur ces sujets, on est assez alerte. On est assez nombreux pour avoir dit. Vous au alertez ministre, là-haut au ministère pour dire attention. Moi, Guillaume Chiche, qui est député des Deux-Sèvres, d'autres qui ont connu les mouvements étudiants comme Pierre Persson, qui Donc, était à Poitiers ce vendredi. Oui. Et donc, oui, on Vous faites parler votre expérience là-dessus, non? On fait parler de notre expérience et puis on a gardé heureusement des relations avec les syndicats étudiants ou avec les
personnes qui se mobilisent aujourd'hui et qui nous font monter également des éléments de contexte. Alain Pichon, vous la comprenez, la colère de la jeunesse? Oui, on est au quotidien avec les jeunes et sans rentrer dans le détail, on est probablement dans des conjonctions de situations où plusieurs groupes importants, hein, on parle des professionnels de l'hôpital, les étudiants, les gilets jaunes, des conjonctions de mécontentement fortes qui sont préoccupantes pour nous les maires, qui sommes au quotidien auprès de nos populations. Sacha Houlié, ça vous a pas échappé cette semaine, Gabriel Attal, donc secrétaire d'État chargé de la jeunesse, a dû recevoir visiblement rapidement, puisque Frédérique Vittal n'était pas sur place. Ça suffit pour calmer la fronde étudiante ou pas? Je pense que écouter, c'est toujours utile, mais que je pense que le ministre, ou j'espère que le ministre a compris que il aura aussi des propositions à faire et des revendications à reprendre. En tout cas, si il l'a pas compris dans ces termes-là, on le dira et on travaillera avec lui pour apporter des solutions. Encore une fois, sur les bourses, il y a des fonds d'urgence qui existaient. Je crains qu'il n'ait pas été mobilisé à ce stade-là. Et puis après, sur l'accès aussi aux services étudiants, et notamment des choses qui peuvent paraître anodines, mais le prix du ticket restaurant étudiant, c'est des choses qui, aujourd'hui, parlent à la communauté étudiante et sont significatives comme action du gouvernement. Juste pour rappel, les bourses ont été revalorisées cet été, je crois, hein, Oui. un peu plus d'1%. Oui, alors qu'elles étaient gelées depuis plus de 3 ans, je crois. Alors, les bourses ont été revalorisées Mais à la 1%, rentrée. c'est pas énorme. Hein. On a vu ce que c'est que le coût de la vie étudiante. C'est que Également, et il y avait un autre aspect, c'est qu'on avait une baisse des frais d'inscription qui était la conséquence de la loi Heureux, qui était la loi qu'on a adoptée au premier semestre 2018, qui a baissé d'à peu près 200 € les frais d'inscription des étudiants. Manifestement, ça a paru insuffisant, il faut quand même le dire et le rappeler, parce qu'il y a une partie du chemin qui a été fait. Peut-être reste-t-il encore un bout à parcourir. Autre sujet d'inquiétude à l'approche des élections municipales, c'est la constitution de listes dites communautaires, et notamment de la part de l'Union des démocrates musulmans français, qui a l'intention de déposer une liste dans dans une 50aine de villes aux prochaines municipales, et également donc à Châtellerault. Avant de vous entendre sur cette question, justement, voyez le reportage d'Alain Darigrand et Francis Tabuteau tourné à Châtellerault. La campagne pour les municipales n'a pas encore démarré. Pourtant, à Châtellerault, un candidat occupe déjà le terrain. Est-ce que tu es musulman? Ouais, je suis musulman. Ah, tu es musulman, d'accord. Alors, est-ce que ça t'intéresserait de voter pour quelqu'un comme moi qui présenterait une liste avec le mot musulman à l'intérieur? Il n'y a pas de souci. Musulman, un mot loin de faire l'unanimité. Fabrice Auger brigue la mairie sous l'étiquette de l'Union démocrate des musulmans de France. Un parti contesté, qualifié de communautariste. Un procès d'intention pour le candidat. L'Union démocrate des musulmans français n'est pas une liste communautaire. Les signes religieux, que ce soit de n'importe quelle confession, si la République les a interdits, on continuera d'interdire. On n'a pas à vocation à changer tout ça. On peut s'adresser aux Français de confession musulmane, mais pas que. C'est aussi tous les autres Français. Un programme à consonance religieuse qui se dit ancré à gauche. Dans ce bastion centriste, Jean-Pierre Ablin, le maire sortant, ne cache pas son inquiétude. C'est une initiative légale. Est-ce qu'elle est souhaitable? J'en doute, car elle risque d'aviver les votes extrêmes. Personnellement, moi, mon propos, c'est au contraire de rassembler le maximum de personnes autour d'un projet qui les concerne tous. Les Châtelleraudais, eux, se montrent plus réceptifs. Les musulmans, ils sont en France maintenant, ils sont français. Hein. Ils peuvent, oui. Tout le monde a le droit de se présenter et toutes les listes ont leur place. Après, laissons faire le temps. Dès l'instant que ces gens-là soient corrects et puis tout, parmi tant d'autres, pourquoi pas, oui. Fabrice Auger n'a pas encore réuni l'intégralité de son équipe. Il lui manque une dizaine de membres. Il a jusqu'à fin février pour déposer officiellement sa candidature. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec mes deux invités, donc Sacha Houlié, député de La République En Marche de la Vienne, et Alain Pichon, le président de l'Association des maires de la Vienne. Alain Pichon, justement, vous approuvez ou désapprouvez ces listes communautaires? C'est pas si simple que ça. La démocratie en France est très claire. On a le droit de se présenter, communautarisme ou pas. Il me semble intéressant néanmoins. Mais ces listes vous interpellent de travailler. Oui, c'est plutôt un phénomène qui va être urbain, ça on le sait. 80% des maires ou des équipes qui vont se présenter le font sans aucune étiquette. Ils ne souhaitent surtout pas être étiquetés. Donc on est plutôt sur un système lié aux villes, et évidemment. Néanmoins, il faut être attentif au fait que ça ne puisse pas
avoir une vision sectaire. Nous, dans les équipes, dans de très très nombreuses communes, la vision de la pluralité est vraiment l'essentiel de notre action. Et c'est vrai qu'il ressort de l'intelligence des groupes avec des opinions différentes. Attention à ne pas focaliser peut-être les extrêmes sur des visions qui ne sont que démocratiques. Sacha Houlié, vous êtes avocat de profession. J'imagine que juridiquement, il semble impossible d'interdire ces listes. Impossible et pas souhaitable. Moi, ça m'inspire 3 commentaires. C'est ce qu'on vient de voir. D'abord, que quand on interroge les citoyens, on se rend compte qu'on est loin de l'hystérie de certains partis politiques sur la question d'être musulman en France. Donc, on fait une distinction assez claire entre les personnes qui sont de confession musulmane et les personnes qui sont ou communautaires, voire même, encore plus loin, radicalisées. Il y a des distinctions qui sont comprises par la population, et ça, c'est plutôt heureux. Maintenant, il y a la liberté d'expression ou la liberté de conscience et d'opinion qui fait que chacun peut se présenter. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'arrive pas ça arrive dans un contexte particulier, avec l'affaire des voiles, le débat politique, justement. Comme l'a dit M. Pichon, c'est d'abord une affaire très urbaine, et puis c'est aussi une question de pluralisme politique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une circulaire du ministre de l'Intérieur, qui d'ailleurs est souhaitable, il n'y a pas besoin de loi pour ça, on n'a pas besoin de faire la loi sur tous les sujets, y compris quand c'est des sujets de société, qui fait que si on a des attitudes anti-républicaines, qu'elles soient l'œuvre de listes communautaristes ou de listes d'extrême droite, quels que soient les candidats qui se présentent, il y aura une réaction du préfet. L'arsenal juridique existe déjà. Ah oui, il y aura une réaction du préfet qui mettra un terme aux campagnes et qui interdira à ces personnes de se présenter, si toutefois elles enfreignent la loi. Ouais, ça veut dire que vous allez être vigilant là-dessus? Bien sûr, mais je pense que les préfets font ici un travail qui est tout à fait utile, avec les services de renseignement et avec les lois de prévention de la radicalisation, et pas de prévention de la confession, parce que la confession en France, elle est libre, et nul n'a besoin aujourd'hui de refaire les guerres de religion. La manifestation, justement, de dimanche dernier, pourquoi je vous pose cette question? Parce que dimanche dernier, cette manifestation à Paris, au nom de l'islamophobie, qui divise également la classe politique. Vous voyez ce que dit d'ailleurs à ce propos Bruno Retailleau, c'est le président du groupe Les Républicains au Sénat, c'était au sortir d'une réunion au ministère de l'Intérieur. J'ai dit aux 3 ministres qui étaient en face de nous qu'on avait affaire à un mouvement très large, un islam politique qui considère que la charia, c'est-à-dire la loi religieuse, est au-dessus de la loi civile, des lois républicaines, un islamisme qui voudrait séparer entre eux les Français, et que ce phénomène devient de plus en plus massif et qu'il faut réagir. Il y a un combat à mener pour la République française, et je leur ai indiqué que ce combat, on devait le mener sur tous les fronts, et que le moment était venu de redire, de reposer des limites républicaines, notamment en matière de listes communautaristes. Alain Pichon, vous venez d'entendre le sénateur de la Vendée. Vous êtes sur la même ligne que lui? Sa vision, effectivement, est plutôt claire. Mais je me répète, le pluralisme est vraiment indispensable sur les élections municipales qui s'approchent. Sacha Houlié, vous ne craignez pas justement que le piège consisterait à opposer ou voir s'opposer que les radicaux d'un côté et les extrêmes de l'autre? Précisément, moi je pense que... Au détriment des Républicains et bien sûr des démocrates du pays. Les propos de Bruno Retailleau, qui le font exister politiquement par ailleurs, ils antagonisent les situations, laissant croire que dans la République, il n'y a que les communautaristes d'un côté et la droite qui prend une posture martiale et radicale de l'autre. Je pense que c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est une offense à fait à beaucoup de concitoyens musulmans qui d'ailleurs participent dans des listes qui sont des listes de partis politiques que l'on connaît traditionnels. C'est une prise d'otage quelque part, non? Comment? C'est une prise d'otage pour la grande communauté musulmane. J'aime pas le mot de prise d'otage, même pour les grèves, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, il y a une forme de manipulation politique qui est un peu grossière. Et sur ce sujet, attention, moi je ne considère pas que la radicalité dans l'islamisme ou que les radicalisations à caractère terroriste n'existent pas. Je rappelle d'ailleurs qu'on a adopté des textes qui sont des textes utiles, qui ont parfois été contestés par la manifestation qu'on a vue, et ces textes-là, ils doivent s'appliquer pour protéger la population. Donc je fais vraiment la part entre la libre expression d'une conscience soit cultuelle, soit politique, et ensuite, à côté, les personnes qui présentent des dangers pour la République. Mais il n'y a pas besoin pour ça de faire la manipulation que vient de faire ici le sénateur Retailleau. Je vous ai également fait venir ici pour évoquer bien sûr le 102e congrès des maires qui s'ouvre mardi. On se souvient du congrès 2018 qui avait été plus ou moins houleux, vous vous en souvenez, Alain Pichon. Vous avez été, Sacha Houlié, désigné par votre groupe pour plancher sur le projet de loi sur l'engagement de la vie locale et la proximité de l'action publique. C'est l'effet gilet jaune qui a conduit à cette mission? C'est plus que l'effet gilet jaune. Je pense que ce qu'on a vu après la loi NOTRe, c'était une forme, et on verra si M. Pichon confirme ou l'infirme, mais une forme de sentiment d'abandon, de désespérance des maires qui a transpiré sur la population.
Ce qu'on a vu en 2018, on ne peut plus revoir la même chose en 2019. C'est-à-dire qu'un Premier ministre hué, un président qui ne va pas au-devant des maires, c'est plus possible. J'espère, mais je ne suis pas maire, donc c'est pas moi qui ferai le congrès. Mais en redonnant confiance aux maires et en leur redonnant du pouvoir, on espère aussi qu'il y ait cet effet de contagion dans la population. Et donc maintenant, la balle aussi, elle est dans le camp des maires de nous dire s'ils ont reçu ce message-là et si effectivement l'action de la majorité a été entendue. Alain Pichon, vous avez une mission des 266 maires de la Vienne que vous représentez. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et un projet comme celui que porte Sacha Houlié, ils en attendent quoi? Pour la vision des élus locaux, la politique, en fait, c'est déjà respecter ses engagements et ses promesses. Si on veut que la population, que nos concitoyens reprennent foi en la politique, et ça va du maire des petites communes, des grandes communes, jusqu'au président de la République. Il faut respecter ses engagements. Quand on s'engage à venir au Congrès des maires, on y vient. C'était un problème l'an passé. Ça commence comme ça. Cette année, ça commence comme ça. Cette année, le président sera là. Je pense qu'il aura un bon accueil. Il a compris. Probablement, quelques personnes autour de lui avaient cette vision où peut-être est-ce que plus il y a de maires, plus il y a d'ennuis. On a tous un peu raison sur les 36 000 et quelques maires. Rappelez que, vous parlez des 36 000 maires, 90% des maires ou des municipalités, c'est moins de 3 500 habitants aujourd'hui. Il faut juste le rappeler. Hein. C'est une évidence, visant que beaucoup ont oublié. Non, l'intérêt de cette extrême grande proximité qui est nécessaire et qui est demandée par nos concitoyens. C'est vrai que sur le Congrès des maires, il y a eu des avancées importantes. L'Assemblée nationale travaille en ce moment et on s'est rencontrés avec les parlementaires. Nous les avons invités avec le bureau des maires fin d'été pour discuter, faire des projets sur ce qui nous semblait utile. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été retenus. Il y a des éléments qui sont probablement à aménager. En tout cas, on a absolument besoin de ce nouveau statut de l'élu pour engager aussi peut-être un peu plus de facilité pour les nouveaux élus qui ont du mal à rejoindre les équipes municipales. Vous faites la transition, on va entendre deux élus. Alors c'est intéressant parce que cette année, beaucoup ont choisi de rempiler, si je puis dire, et puis d'autres vont dire stop. Et là, on va voir deux exemples. C'est deux maires de la Haute-Vienne. Donc l'une a décidé d'arrêter, elle considère que son troisième mandat, c'est suffisant. Et l'autre, eh bien, il poursuit l'aventure. Avant de vous entendre là-dessus, c'est un portrait croisé signé Vanessa Finot et Noël Vaille. Jocelyne Réjas, 56 ans, un quart de siècle au service de sa commune et bientôt la fin de son troisième et dernier mandat comme maire de Vert, commune de 900 habitants. C'est pas un sacerdoce, mais pratiquement. Et la famille en pâtit, tout le monde autour de nous, puis on ne se fait pas que des amis, donc voilà. Une fonction chronophage pour une indemnité qui s'élève à un peu moins de 1 000 € par mois, mais surtout une perte de pouvoir d'action, des freins qui ont raison de l'engagement de cette femme. On a perdu des compétences. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les travaux, c'est la voirie. Maintenant, on va perdre la compétence eau et assainissement. J'ai du mal à prendre ma place dans ces grandes communautés de communes. Voilà, il vaut mieux de nouveaux élus qui n'aient pas connu le avant, je crois, maintenant, parce que je trouve ça un peu compliqué. Et justement, du côté de Vérac, 2200 habitants, lui a encore une motivation toute fraîche. Et voilà, monsieur le maire. C'est gentil, François. C'est gentil. Jean-Yves Rigoux a endossé le costume de maire en avril 2018 suite à la démission de l'ancien édile. Il est passé sur le devant de la scène locale. Je me sens effectivement comme un élu, j'attache de l'importance à la fonction. Après, ça me fait toujours un petit peu drôle parce que je me destinais pas à être un jour maire de la commune. Être maire, c'est pas un métier. Être maire, c'est être au service des habitants. Il a fallu que je réfléchisse un petit moment. Parce que quand je m'engage. Je fais pas semblant. Si les deux élus partagent les mêmes constats sur leurs difficultés, la différence d'usure joue un rôle certain dans leur future implication. À ce jour, un maire sur deux ne souhaiterait pas se représenter en 2020. Retour sur le plateau de Dimanche en politique. Sacha Houlié, la loi NOTRe de 2015 a conduit à des aberrations. Vous avez entendu justement ces maires qui considèrent que la proximité, c'est éloigné. Un éloignement des citoyens, des élus et des dirigeants politiques, un éloignement des décisions publiques. Alors, pour notre exemple, Poitiers, qui perd sa capitale au détriment de Bordeaux. Est-ce que vous allez nous dire sur ce plateau que vous allez réussir à détricoter cette fameuse loi NOTRe dont personne ne veut? En tout cas, pour l'instant, on va corriger tout ce qui a trait au bloc des communes et des intercommunalités. Dans quel sens? Départements. On va faire quatre axes. On va dire, dans l'intercommunalité, il faut que ça fonctionne mieux, il faut que le maire retrouve sa place, soit pour les compétences, soit pour la gouvernance, et notamment la place du maire, ou dans une conférence des maires, à l'intercommunalité qui sera obligatoire. On va dire aussi au maire que lorsqu'il prend un arrêté, il soit exécutoire, avec un pouvoir de police. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Mais il est exécutoire, mais derrière, s'il décide que votre maison elle est mal construite, elle ne respecte pas le permis, il ne peut rien faire. Demain, il pourra mettre une astreinte journalière pour faire respecter les permis de construire ou faire débarrasser la voie publique qui est encombrée. Troisième chose, on va simplifier. Donc il y a plein de procédures administratives complexes qui vont un peu être élaguées. Et dernière chose, qui est une des plus importantes, c'est le statut de l'élu, avec des choses sur les indemnités, sur les frais de garde des enfants, sur la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la garantie juridique des maires s'ils sont agressés physiquement ou verbalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est du bénévolat. Exactement. Et alors, c'est du bénévolat, il y a une indemnité, mais qui est modeste. On va réévaluer ces indemnités à la hausse. Et puis la formation pour que les élus puissent finalement bénéficier de leur mandat et le faire valoir ensuite. Alain Pichon, c'est ce que vous disent les maires? Parce qu'à la rigueur, on parle de statut de l'élu, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par un statut de l'élu communal, tout simplement? On y est. Hein. Cette loi engagement et proximité travaille sur le statut communal, alors avec une vision plus large, effectivement, vis-à-vis de la loi NOTRe, rendre plus de lisibilité aussi à cette coordination d'action entre la communauté de communes ou d'agglo et la commune, c'est vraiment indispensable. Si le grief vaut pour la loi NOTRe pour les régions, elle vaut aussi pour les fameuses complètement interco, les EPCI de taille XXL là, également. Hein. Beaucoup trop importantes. Les EPCI qui fonctionnent bien en ce moment ont 20-25 communes. On est sur des tailles... Les préfets ont été hyper ambitieux dans le passé, ils étaient missionnés pour ça par le gouvernement précédent, avec des 40, 45, 50 communes dans des EPCI. C'est ingérable au final. On peut amender les choses, la loi, et nos députés y travaillent, Sacha Houlié en tête, mais ça reste quand même compliqué. Si on ne joue pas sur la taille, si on ne laisse pas des capacités, il faut laisser plus de liberté aux intercommunalités et aux communes pour gérer eux-mêmes leurs compétences, pour travailler ensemble, sans n'avoir seulement qu'à subir la loi. Le mot de la fin, Sacha Houlié, votre texte, il va passer d'ici 2022 ou c'est pour la mandature Alors, après le texte que nous allons élaborer, on va le voter la semaine prochaine en séance publique à l'Assemblée. Moi, j'espère qu'on pourra se mettre d'accord avec les sénateurs pour qu'il soit adopté tout début décembre. Quoi qu'il arrive, il sera définitivement voté avant le 1er janvier 2020 et donc applicable pour les maires qui viendront après, au 22 mars, ou dès le 15 mars s'ils sont élus premier tour, et au 22 mars 2020. Merci d'avoir participé à Dimanche en politique. Et vous pouvez d'ailleurs voir ou revoir sur cette émission sur notre site internet na.france3.fr. La semaine prochaine à 11h30, on en parlait, numéro spécial consacré à 1 an des Gilets jaunes. Tout de suite, c'est donc votre journal régional, le Midi Pile en Poitou-Charentes. Très bon dimanche à tous et à bientôt.